Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous accompagner ce matin. Comme d'accoutumé, bien sûr, nous allons vous donner un petit peu l'essentiel de la programmation et les thématiques retenues pour aujourd'hui. Mais avant, rappelons qu'on est au 5e jour du mois sacré de Ramadan. Pour ceux qu'on n'a pas encore croisés à travers la lucarne, Sahar Ramadankum et Kul Aam wa Antum bkhir. Et puis, bien sûr, nous avons coutume dans cette émission, dans ce magazine, de mettre en relief toutes les belles initiatives en faveur justement de notre société, en faveur des plus démunis. Et aujourd'hui, les ambassadeurs de la société civile seront ceux de l'association Piété et Bienfaisance, dont le président sera parmi nous pour parler du programme de l'association en ce mois sacré de Ramadan. Et puis, bien sûr, nous sommes le 27 du mois de mars, une journée qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale du théâtre. Et bien sûr, nous reviendrons sur ce temple du 4e art, le TNA, et sa programmation durant Ramadan, mais également celle qui marque la célébration de cette journée. Nous aurons l'occasion et le plaisir de recevoir le metteur en scène, le dramaturge également et comédien Brahim Chergui à cet effet. Dans notre matinale, nous rendrons hommage à une icône de la peinture algérienne qui nous a quittés cette semaine. Le 23 mars, s'est éteint celle qui a justement donné naissance à la femme pétale dans ses œuvres, celle qui a aussi été parmi les doyennes de la peinture algérienne et de l'art moderne contemporain en Algérie, Souheila Belbahar. Hommage donc sur notre plateau sera rendu par une dame qu'on aime beaucoup, une galeriste qui l'a côtoyée de très près. C'était une amie plus qu'une galeriste pour Souheila Belbahar, et elle a organisé sa toute dernière exposition. Donc témoignage ce matin de Zahia Gelimi, mais également de Karim Sergoua, artiste plasticien qui n'est plus à présenter justement en Algérie et même ailleurs. Alors nous aurons aussi le plaisir de parler d'art dans cette matinale, notamment à travers la présence parmi nous d'un jazzman virtuose du violon, Kherdin Kashish en l'occurrence, donc qui revient d'un voyage qu'il a uni avec des artistes bien sûr contemporains qui partagent sa passion, donc des jazzman du monde. Il nous en parlera ici même sur ce plateau, et puis nous aurons le plaisir de retrouver le chanteur et interprète donc de musique de chant Chabi et Andalou. Abdelkarim Chednine, en l'occurrence, sera parmi nous à l'occasion de l'annonce de son concert prévu le 28 mars prochain à 22h. Ce sera à la salle Sahel de Cheraga. Donc merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous ce matin, et je vous souhaite de passer d'agréables moments en notre compagnie. J'ai un petit chat dans la gorge, mais ce n'est pas grave. C'est juste le moment de lancer le jingle pour la météo qui sera présenté ce matin par Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et oui, Amel Laribi qui ne rate pas une occasion pour se marrer quand ça me concerne. Voilà, je m'en mets les pinceaux du coup. Ça va, Amel? Ça va, Radia? Trêve de rigolade. Oui. Passons aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses, voilà. Quel temps fera-t-il ce matin du 20... Ah bah, à votre avis, Radia? Ah bah, je pense qu'il fait très beau. Bah voilà, ça résume tout. Voilà. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien à cacher, effectivement. Du tout. À part une petite baisse des températures, voilà. Ah d'accord, mais les cartes vont certainement dévoiler le reste. Exactement. Je vous invite à nous en faire la lecture. Merci Radia, c'est gentil. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui encore, le ciel restera brumeux, mais en ce début de matinée, plus près des côtes. Puis le ciel restera bien ensoleillé tout au long de la journée, excepté l'ouest où on aura un ciel partiellement voilé. Également partiellement voilé vers le Bécharoua, à l'extrême sud, tout au long des frontières algéro-maliennes, le Gard et le Tassili. Mais ailleurs, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Pour cet après-midi, eh bien, les températures accuseront une toute légère baisse par rapport à hier, mais toujours aussi élevée sur l'intérieur ouest. Le maximum 29 degrés à Relizane, 28 à Tlemcen, 24 Oran, 21 degrés à Alger, Tizi Ouzou également Séti, 23 à Annaba et Djelfa, 22 à Al-Bayad, 25 à Batna. Au sud, 28 degrés du côté de Tamal Rasset, 29 à Janet, 32 Gardaya Biskra, 31 à Béchar, 36 Tindouf, 37 à Adra,
35 Insalah et Ingazam. Et le maximum cette fois-ci à Borj Beji Mukhtar avec 38 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest sur les côtes centre et de secteur nord-ouest sur les côtes est et 30 à 50 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur nord-est. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h05. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Amel. C'est moi qui vous remercie. Ça va? Très bonne journée. Il vous manque un petit verre d'eau, hein, vous aussi. Non, pas ça va. Non, ça va. Non, ça ira. Vous retenez le coup, c'est bien. Non, mais c'est vers la fin, on avait l'impression que vous avez de la peine, hein, un petit peu, Non, mais avec ça la va. salive. Non, j'ai pas besoin d'eau, non, ça va. Ça va, je sais que vous êtes courageuse, téméraire oui, hein. et patiente. Et c'est vrai que la patience est de mise en ces journées de jeûne Ah oui, il le faut, et de hein. carême, c'est vrai, Il en le fait, c'est faut. le minimum. En tout cas, merci infiniment, Amel. moi. Passez une excellente journée Excellente vous-même. journée, Et Radia. qui fait les courses chez vous? Ah ben, moitié moi et moitié ma mère. D'accord, vous partagez la tâche. En tout cas, est-ce que vous appréciez justement de vous balader parmi les commerçants, dans les marchés ou... Ouais, on Non, va dire, pas il y a vraiment. des journées, oui, Vous il y a le des faites. journées non. Oui, d'accord. Quand il y a beaucoup de monde, ouais. C'est vrai, mais c'est bien de le faire très tôt le matin. Moi, j'aime bien. Ouais, mais je peux pas le matin. J'aime bien les On senteurs, moi, travaille, des on marchés en travaille. tout cas. Moi, j'aime bien les senteurs dans les marchés. J'aime Bah oui. bien. Oui, Surtout j'aime bien les- les couleurs. J'aime bien voir les étals bien achalandés et Ah oui, tout. surtout les Mais herbes. en tout cas, c'était l'indice pour vous donner une idée un petit peu du prochain sujet qui va suivre. Il s'agit d'un reportage qui a été réalisé par Rima Lerari, qui s'est rapproché de certains marchés de proximité du côté de la ville de Tizi Ouzou, mais également à Oran. Elle nous en fait un petit compte rendu. Entre fruits et légumes, viande rouge et blanche, les produits alimentaires de première nécessité sont disponibles au niveau du marché de proximité mis en place dans la ville de Tizi Ouzou, vendus à des prix convenables. Il y a de tout et le coût est raisonnable. Même les prix pour moi ils sont raisonnables. Malgré que je suis retraité, mais ils sont raisonnables. Plusieurs entreprises publiques et privées vendent directement leurs produits aux clients en assurant un approvisionnement régulier en denrées alimentaires. La direction du commerce et des services agricoles assure de son côté un suivi permanent. Chaque jour, nous ramenons entre 2600 et 3000 litres d'huile végétale que nous vendons à des prix raisonnables. Tous les produits de large consommation sont disponibles, tels que la semoule et l'huile, proposés à des prix accessibles. Même ambiance au marché de Christel à Oran, très convoité durant le mois de Ramadan. Ici, on vient acheter les poissons et légumes frais. Je viens de la ville d'Oran afin de faire mes courses ici au marché de Christel. هذا البلاصه شابه بزاف. ديجا C'est un plaisir de faire des achats dans ce marché. Tous les légumes sont arrosés par l'eau de source, ce qui leur donne un excellent goût. يدعم الله هنا الله يبارك كلشي جديد ما كاش حاجه قديمه ولا. خضره من جنان هذه خويا كل ما تطلع جديده هنايا. Chaque jour, nous lavons nos produits avant de les mettre en vente. Nos stands sont régulièrement approvisionnés, vu la grande affluence des clients, particulièrement durant ce mois. Tous nos produits sont frais. معنا كاين الخضره كل عام هكا خويا وخضره جديده فري. En plus de l'ambiance créée, ces marchés assurent la disponibilité des poissons, fruits et légumes pendant tout le mois de Ramadan. Et ce sont ces commerçants en particulier qui, durant le mois sacré de Ramadan, sont solidaires de tous les élans lancés par le mouvement associatif en faveur des personnes démunies et des personnes en difficulté, notamment pour ce qui est des repas préparés. En tout cas, nous avons le plaisir aujourd'hui d'en parler avec la présence parmi nous du président de l'association Piété et Bienfaisance, qui est un grand bénévole investi dans le mouvement associatif depuis plus de 15 ans.
Donc aujourd'hui, il témoigne un petit peu de la programmation et de l'organisation au sein de son association. Bienvenue à vous, Fouzi Rabhi. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Bonjour déjà, merci de nous avoir invités tout simplement et pour pouvoir véhiculer l'information à nos chers téléspectateurs et aux gens qui nous suivent. Pour être aussi un exemple pour tous ceux qui hésitent encore à faire un pas, pour aider l'autre, pour améliorer le quotidien de certaines personnes. Vous n'avez pas hésité. Depuis des années, vous êtes investi dans cette voie. Donc, j'imagine que vous avez un grand cœur, j'imagine. Nous avons fêté 15 ans le 16 mars. C'était un petit mouvement associatif qui a commencé à travailler justement avec les enfants malades, avec les enfants atteints de certaines maladies. Et aujourd'hui, c'est une grande famille qui s'investit encore plus, qui s'engage encore plus et qui concrétise réellement certains projets. Nous avons des jeunes magnifiques, des guerriers et des guerrières. Moi, je ne parle plus de bénévolat. Oui. C'est vraiment des guerriers et des guerrières. Et c'est des jeunes qui s'investissent de plus en plus. Absolument. Pourquoi, quand on voit un orphelin sans papa, démuni, qui vit dans la précarité, et qu'on arrive à suivre et à changer un petit peu la vie et son train-train quotidien, le temps passe vite. Aujourd'hui, c'est des hommes et c'est des femmes. Certains se sont mariés, certains, alhamdoulilah, ils ont terminé leurs études. Et c'est très très beau à voir. Parce qu'il y a une continuité de cet effort solidaire. Effectivement, eux-mêmes qui ont été aidés à un moment vont offrir de leur temps et de leur énergie pour les autres. Pour certains, aujourd'hui, ils font partie du bureau exécutif. Je suis vraiment fier d'eux. Ils sont en train de faire un travail remarquable. Aujourd'hui même, là, ils sont en train de faire les courses. Certains sont déjà au justement, restaurant. tout à l'heure, j'essaie de faire le lien parce qu'il y avait les marchés de proximité. Et vous-même, vous faites au quotidien la collecte des différents dons qui vont vous permettre d'avoir une très belle table bien garnie pour les personnes, pour Abr Sabil, pour les personnes qui sont dans le besoin, n'est-ce pas? Vous le faites annuellement. Annuellement. Cette année, ça sera la 11e année. Cette année spécifiquement, nous travaillons en collaboration avec l'association Senabil Khair. C'est une très belle collaboration. Ils ont des jeunes magnifiques aussi. Oui. C'est au niveau de l'ancien centre culturel Asdi Medjoubi. C'est juste en haut de la salle Hacha. Très bien. C'est une salle qui, on arrive à avoir jusqu'à 250 personnes. Donc on fait du 280 repas avec les repas à emporter pour les personnes âgées, pour les personnes atteintes de certaines maladies qui ne supportent pas les odeurs des cuissons à la maison. Oui. Ça leur permet de passer un... Et c'est vrai qu'on l'oublie, on a l'impression que tout le monde est entouré, tout le monde vit bien cette période, mais il y a des personnes qui sont seules. C'est malheureusement chez pas elles. le cas, exactement. On a beaucoup de personnes qui vivent seules, justement. Il y a des personnes qui ont perdu leurs épouses, Absolument. qui ont perdu leur famille. Et sachez que si vous n'allez pas vers eux, ils ne viendront pas vers vous. Bien sûr, ils ont leur dignité, ils sont... Exactement, voilà. ils ont besoin de chaleur humaine, ils ont besoin d'une bonne ambiance. En tout cas, on essaie de... Au niveau du restaurant, il y a une magnifique ambiance, que ce soit avec les bénévoles, que ce soit avec les gens qui viennent manger chez nous. On a beaucoup d'SDF aussi qui jeûnent et qui viennent au niveau du restaurant, que ce soit des femmes ou des hommes. J'imagine des étudiants aussi qui ne peuvent pas se permettre. Il y en a aussi certains étudiants qui viennent nous aider et profiter de du repas en même temps, voilà. Profiter de l'Meïda. Oui. Je me rappelle du temps de la fac, j'avais énormément de copains de fac et de copines qui faisaient ça, qui préféraient voilà, une bonne action et un repas chaud auprès de personnes comme ça très chaleureuses, plutôt que d'aller au resto universitaire. Donc voilà, c'est un choix intéressant. Que ce soit d'aller au restaurant universitaire ou là au restaurant les plus chics qu'il y a à Alger. Le restaurant Rahma fait une spécificité particulière, fait benna wahda. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut le vivre. Il faut le vivre, c'est une expérience humaine à vivre. Servir les autres est juste magnifique. Et quand on comprend vraiment la signification de la chose. On le dit, c'est dans notre culture. Et Alger, l'Algérie en particulier, Alger spécifiquement.
par rapport aux autres wilayas d'Algérie. Et j'espère que ça va se propager et que Alger sera l'exemple de tous. En termes de générosité, en termes de solidarité, en termes de partage. En tout cas, oui, vous dites exemple, mais moi je pense que les habitants du Sud vous diront tout de suite, et s'ils sont assis comme ça face à l'œil, ils vont sursauter et vous dire « Ah mais non, nous, on le fait naturellement », parce que ça se fait et personne n'oublie les pauvres dans certaines régions du Sud. Je cite Ghardaya, je cite Imemoun, je cite Adrar, je cite Bécha. Il y a un élan solidaire naturel, pas seulement du côté du mouvement associatif. Et ils ont besoin d'un maximum de soutien. Oui. Les associations qui nous viennent de l'intérieur du pays, on fait beaucoup de caravanes par rapport à ces derniers, ont besoin de plus de soutien pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir bien gérer leur prise en charge. Très bien. En tout cas, voilà, donc il y a le resto Rahma, il y a également, donc, je pense que vous avez une attention particulière, on va terminer sur les 2 dernières idées. L'Aïd, déjà, ça se prépare, et puis aussi, il y a tout un effort de distribution des koufans de Ramadan. Voilà, pour chaque année, on a Sha'ban préparation du koufan. Alhamdoulilah, on les a distribués. On démarre, aujourd'hui c'est le 5e jour du restaurant. On aura besoin d'ailleurs, je profite de l'occasion de nos téléspectateurs, toute personne qui veut l'aider, que ce soit financièrement, que ce soit qu'ils viennent aider par leur temps libre et tout. Marhaba bikoum. Et nous avons une action pour terminer ce mois de Ramadan, c'est l'action des vêtements de l'Aïd, que ce soit pour les orphelins ou sinon pour les enfants les plus démunis. Inch'Allah, cette année, on va essayer de faire une très très grande action. Et on a besoin de la participation et de tous, de tout le monde, effectivement, tout simplement, que ce soit des commerçants ou des âmes généreuses désirant offrir et habiller des enfants qui en ont besoin. En tout cas, ce sont surtout les orphelins. Merci infiniment pour cette présence, merci pour tout ce que vous faites et toutes les actions louables en faveur de la société. Fouzé Rabhi, on a été ravis de vous recevoir. Rappelons que vous êtes le président de l'association. Pour ceux qui nous suivent, voilà, c'est Piété et Bienfaisance. Certainement qu'ils ont une page où vous pourrez avoir toutes les informations que vous désirez. Bonne fin de journée et puis Ramadan Karim encore une fois. Ramadan Karim à vous qui nous regardez ce matin. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une icône de l'art algérien. Il s'agit de Sohila Belbahar qui s'est éteinte il y a quelques jours seulement. Et donc, les artistes sont endeuillés. Ils ont tous voulu lui rendre hommage à leur manière. Aujourd'hui, 2 représenteront la famille artistique. Il s'agit de Karim Sergoua, mais aussi de la galeriste Zahia Gelimi, donc qui a très bien connu l'artiste Sohila Belbahar. Et aujourd'hui, donc, elle témoigne de cette grande amitié et aussi de ce parcours incroyable de cette doyenne de la peinture contemporaine algérienne. Donc, ce sera après ce reportage qui met en relief sa toute dernière exposition. Alité, elle était au moment de cette exposition. Elle n'a pas assisté justement, mais elle a suivi de loin le déroulement de cette très belle initiative donc de l'association, de la galerie de Zahia Gelimi. Alors tout de suite, reportage, il est signé Samia Bouharour avant de retrouver nos invités. Toutes ces personnes présentes ici à la galerie Dar el-Kenz sont venues honorer une grande dame de l'art, Sohila Belbahar, une artiste humaine, pleine de vie, passionnée de son métier, une vraie battante qui continue à inspirer et à impressionner tout son entourage. Aujourd'hui, elle n'est pas présente pour des raisons de santé, mais son esprit est là, sa joie de vivre également. L'une de ses filles lui montre en live la belle ambiance qui y règne. Elle le dit, parce que moi je la vois pratiquement tous les jours, surtout pour préparer l'expo. Elle le dit que si elle n'avait pas été peinte, si elle n'avait pas peint, elle n'aurait pas vécu, elle n'aurait pas été aussi heureuse qu'elle l'a été. Sohila Belbahar, c'est au-delà du fait que ça soit ma grand-mère, c'est la grande inspiration. C'est un peu notre force au sein de la famille, c'est la personnalité très très riche qui, à chaque visite, va t'enrichir un peu plus par ses connaissances. Quand vous l'entendez parler, elle est toujours là à dire « moi je vais faire et je vais continuer et je vais vous surprendre ».
Souheila Belbahar a toujours mis en valeur la femme dans toute sa splendeur à travers ses toiles comme Femme Pétale, cette collection extraordinaire qu'elle a réalisée entre 1958 et 2016 et qui fait aujourd'hui sa fierté. Des toiles qui racontent sa vie, son patrimoine, son combat, sa détermination et son sens de l'humour. Ses amis aujourd'hui sont là pour lui prouver leur reconnaissance, fidélité et fierté. On va citer d'abord la femme pétale, parce que pour elle, une femme c'est comme une fleur. C'est pour ça qu'elle l'appelait les femmes pétales. Ça c'est déjà un signe. Mais après, les femmes pétales, elles sont toutes très jolies. Après l'obtention de son certificat d'études en 1947 à Blida, elle suit des cours de coupe, couture, broderie, dessin et à 17 ans, soutenue par son père qui lui fournit du matériel et des ouvrages d'art, elle s'adonne à sa passion. Elle développe une fascination particulière pour Picasso et Delacroix. Elle expérimente différentes techniques pour exprimer son attachement à son patrimoine. En 1957, elle est allée à Paris avec son père, donc elle avait 17 ans je crois, et il l'a emmenée au Louvre parce qu'elle aimait la peinture, elle peignait et tout ça, et son père lui achetait beaucoup de livres à l'époque, de livres de peinture et tout, qu'elle dévorait, je lisais. Puis après, elle a vu de ses propres yeux, dans le Louvre, les femmes d'Alger, de Delacroix, qui est mondialement connue, Picasso, qui a fait aussi les femmes d'Alger. Donc ça lui a donné envie elle-même de refaire ses tableaux, mais à sa manière. Elle a toujours peint des choses qui représentent son Alger et son Algérie. Le premier tableau que j'ai acquis dans une exposition dans une ancienne galerie d'art, c'était Kitchawa. C'était le tableau sur Kitchawa avec plein de couleurs. Une Kitchawa revisitée par Souheila Belbahar. Durant tout son parcours, Souheila Belbahar n'a pas arrêté de chercher, d'innover, de rêver. Tous ceux qui l'ont connue parlent de son courage, de son sens de créativité qu'elle a transmis à ses proches et tous les gens qui l'ont connue. Moi, je dirais son sourire. Donc, le sourire de Souheila Belbahar est inoubliable. Voilà, tout le temps souriante. Bienvenue à Karim Sergoua et à Madame Guelimi Zahia. Merci de nous avoir invités. On est ravis qu'il y ait quand même le témoignage de sa famille, la famille artistique, ce matin. Et c'est vrai qu'elle mérite tous les honneurs, elle mérite tous les hommages. Cette dame qui parmi les jeunes, paraissait encore beaucoup plus jeune. D'esprit, elle est restée jeune jusqu'à la fin. Absolument. Je crois que Karim peut en témoigner. Elle avait toujours un mot gentil à dire à chacun. Un mot gentil, une remarque à émettre lors des expositions des jeunes générations. Ah oui. Et aussi la curiosité de voir toutes les techniques nouvelles, n'est-ce pas? Oui. Non, là, elle est très contemporaine, très aguerrie, très au courant de tout ce qui se passe. Elle lit beaucoup, elle écoute beaucoup, elle voit beaucoup, jusqu'à très tard. J'avais lu sur un papier d'un journal, d'un quotidien, ça fait 2 jours, un très bel hommage donné par Nassima Chabani, où elle parle d'artistes contemporains, d'artistes du présent et tout, et dans tous les sens, dans les sens techniques, matériaux, supports, même si elle reste une artiste figurative, semi-figurative, c'est un style honorable, c'est pas par naïveté, c'est un choix de ligne de conduite déjà fin des années 50, c'est pas d'hier. Dès le début, avant qu'elle ne soit connue, avant qu'elle se lance réellement dans la peinture. À 8 ans, moi j'ai vu des dessins à elle de 8 ans. 8 ans, elle a commencé à griffonner. Aidée encouragée, aidée par son père, qui avait beaucoup de chance parce qu'elle a un père très moderne, très ouvert, et qui lui achetait des livres et tout pour qu'elle puisse s'imprégner et puis apprendre aussi. Et puis elle a eu la chance aussi, parce que c'est une continuité, son mari, quand elle s'est mariée, a pris et c'était quand même une famille de Blida, c'est quand même une femme qui peint. Bon, c'est bien qu'elle peigne pour le plaisir à la maison, mais elle avait d'autres idées dans la tête. Et quand elle avait une idée dans la tête, vous savez, on ne
pas du tout, avec tout le monde jusqu'à la fin. Et donc, elle peignait, et puis son mari lui dit, bon, mais surtout, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le montrer. Tu peins, et puis tu caches. Bon, puis après, ça a été un long combat. Tawfiq Al-Madani l'avait justement désinhibé par rapport au tabou. Et c'est grâce à lui, justement, que la famille a un peu cédé. Et ils l'ont laissé un petit peu faire, parce que c'était quand même Al-Madani dit quelque chose, c'est pas n'importe qui. Absolument. Et ça l'a beaucoup aidé. Elle parlait tout le temps de lui. Parce qu'elle me disait, c'est grâce à lui que je suis arrivée là. Et puis c'est une battante. Absolument. C'est une battante, elle ne se décourage pas. Elle va beaucoup vers les jeunes qu'elle encourage. Moi, je l'ai vue à des expos, elle va à toutes les expos. Elle ne rate aucune elle se met au niveau de tout le monde. C'est difficile de parler d'elle au passé. Mais c'est vrai qu'elle n'avait, elle, donc Aïcha Haddad ou encore Baya, Khaira Flijani, donc c'était cette nouvelle génération de femmes. Premières femmes algériennes. Voilà, qui se sont imposées par leur créativité, par leur passion, par leur envie justement d'exprimer leur perception de l'Algérie qu'elle voilà. Non, c'est une battante, c'est une battante au sens le plus propre du mot. Regardez cette photo, quel charisme, quel regard, quelle prestance. Sa première exposition, elle l'a faite en 72. 1972, à la galerie Mouloud Feraoun. C'est sa première, et c'était comme un mariage. Elle m'a dit, quand je suis arrivée, les femmes qui étaient là-bas, oui, j'imagine. C'était une fête. Artiste peintre femme. Oui, moi, je n'ai pas assisté à l'époque, mais elle m'avait raconté, on s'était marré. Elle m'a dit, c'était comme un mariage. Elle me dit, c'était. Et ce qui lui a permis, ça a été la rampe de lancement. Disons, c'est à partir de là. Bon, après, c'est allé très vite, puisque le musée lui a fait quand même plusieurs rétrospectives, 3 en... Oui, enfin, il y en a une en 86, voilà, je pense. En 84, la première. Oui. Rétrospective de... Et en 2001 aussi, il y a eu une deuxième rétrospective. Oui, elle en a fait une autre. Oui, parce que je ne me rappelais pas des dates. J'ai regardé ce qu'en 2000 à peu près. Oui. Et moi, j'ai fait plein d'expos. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre d'expos, dont la dernière, où Canal Algérie était présent. Malheureusement, elle n'y était pas. C'était au mois d'octobre. Et elle la voulait, et elle était tellement fatiguée. Moi, j'ai un peu traîné. Je lui disais, bon, attends, tu vas te remettre un petit peu, tu vas reprendre tes forces, parce que je voulais qu'elle soit là. Et puis, elle me relançait. J'allais la voir très souvent, parce qu'elle ne sortait plus du tout. Et puis, un jour, je dis, OK, allez, on l'a fait. J'ai arrêté une date avec elle. Bon, elle n'a pas assisté. C'était très émouvant de voir sa fille Dalila filmer justement le vernissage pour elle. Donc elle avait quand même elle avait vu tout, sur, elle a toutes les photos, elle a vu qui est venu, qui n'est pas venu et tout. Elle demandait, mais elle me disait en plus quand elle insistait pour que je la fasse, et ça me... Chaque fois que j'y pense, elle me dit ce sera ma dernière. Donc il faut que tu me fasses une expo. Et moi je traînais, heureusement que je l'ai faite. Voilà. Parce que j'aurais regretté après. Karim Sergoua, je vous ai rarement vu aussi, aussi ému. Vous êtes ému parce que voilà, c'est un artiste peintre qui est très présent sur la scène, mais c'est aussi un artiste très loquace. Il parle facilement d'art, mais quand il s'agit de parler de gens qu'on aime, c'est pas toujours évident, hein, Karim. C'est pas évident. Surtout quand c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses et qui ont répondu à l'appel des jeunes, à l'appel des professionnels. Moi, le dernier grand événement organisé par Hachmi à Mostaganem, c'était Mostar. Et il y a eu la présence au moins 250 à 300 artistes algériens de l'Algérie, de la diaspora. Donc Abrouz Rahmou était venu. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup. Tariq Meslim et Denis Martinez, beaucoup. Et entre autres, Souhila Belbahar, qui était avec la canne. Oui, parce qu'elle avait des difficultés. Et je me rappelle, dès l'arrivée de la voiture qui l'accompagnait, dès l'arrivée à l'intérieur de l'école, il y avait énormément de monde parce que c'était l'ouverture. Il y avait les chanteurs de Barod et tout. Et elle descendait, mais elle avait des difficultés à franchir, à descendre de la voiture. Carrément, dès le départ. Et le hasard a fait que je sois juste en face et dans son regard, son sourire, j'ai compris Karim Moulidi au secours. Et donc, c'est fou, dans le regard. Donc, j'ai compris. Tout est dans le regard. Je l'ai pris, je l'ai aidé à sortir. Elle était à l'aise avec tout le monde, il n'y a aucun souci. Et avec le sourire,
je crois que tout le monde est venu la saluer. La saluer et tout. Et on a passé des moments vraiment de travail, de joie, d'échange comme ça. Et les jeunes étaient impressionnés. Et elle était très proche des jeunes. Très proche. Et puis elle était jeune dans sa tête. Hein. Oui, franchement, jusqu'à la fin, hein, dans ses plaisanteries et tout ça, elle est restée jeune. Absolument. Elle avait toujours le mot pour rire. Même sa façon de parler, ils étaient, vous savez, nos jeunes sont un peu critiques, un peu... Moi, j'ai assisté, oui, allez-y. Et ils m'ont dit, mais elle parle très bien français, elle parle très bien. Et elle comprend très bien. Je dis oui. Le français et l'arabe. Et l'arabe aussi, elle est à l'aise dans les deux langues. Vous posez les questions que vous voulez, elle est là, elle peut vous répondre. Sur les techniques, sur sa façon de voir l'art naïf, parce qu'on lui a posé énormément de questions sur l'art naïf, sur Beya, et elle répondait, elle était là. Ça, c'est avant la conférence, avant les rencontres. C'était à la cour de l'école. C'était déjà avant. Premier contact. Premier contact. Les gens étaient très, très, très impressionnés par cette énergie, j'imagine, parce que j'ai fait un voyage avec elle, c'était jusqu'à Abou Saada. D'ailleurs, le musée Étienne Diné possède donc dans sa collection des œuvres de cet artiste. Donc elle est visible dans 2 musées, Étienne Diné et aussi le musée national des Beaux-Arts d'Alger. Et lors de ce périple où il y avait une brochette d'artistes, on avait l'impression que c'était une adolescente dans le bus. C'était beaucoup d'humour, beaucoup de plaisanteries, avec notamment Bourdine qui lui donnait la réplique et qui était aussi tout aussi amusant. Donc voilà, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une différence d'âge entre les artistes qui avaient pris part à cette exposition et qui étaient de générations différentes. En tout cas, voilà. Madame Guelimi, votre premier contact avec Souhila pour justement en faire une des fidèles de votre galerie par la suite? Eh bien, écoutez, ça s'est fait automatiquement. Ça faisait une année que la galerie était ouverte. Je ne l'avais pas encore contactée parce que moi, je débutais dans ce domaine, hein, bien que je l'ai fait parce que vraiment, j'en avais envie depuis très longtemps, parce que j'avais une activité dans le prêt-à-porter pendant quand même 25 ans. C'était la marque Zina, donc j'habillais les femmes. Et puis, mais j'avais ça dans la tête. J'avais vraiment envie. Pourtant, je n'ai pas grandi dans l'art. Hein. On n'avait pas de tableau chez nous à l'époque. Mais j'aimais bien. Je suis nulle en dessin. Donc, chaque fois, on me dit, mais vous peignez? Je dis non. Il me dit, mais depuis le temps que vous êtes... Ben, je dis, mais non, je n'ai pas appris. Mais gérer une galerie et surtout avoir le contact avec des artistes. Parce que moi, je les admirais. Je sais quelle chance ils ont et tout. Bon, il y en a qui m'ont dit en plaisantant, mais tu sais, on peut t'apprendre. Je dis non, mais c'est très gentil, mais je sais que vous n'avez aucune chance. Mais donc, je l'ai contacté. Et puis, surtout, ça s'est fait. Son mari venait de mourir, ça faisait pas longtemps. Et quand elle faisait des expos, quand elle bougeait, parce qu'elle avait commencé quand même à travailler, c'était lui qui était là. Et souvent, en plus, c'est elle qui me racontait, hein, c'était beaucoup de sous-verts. Je travaillais beaucoup sur carton, sur papier, donc c'est lourd. Et c'est lui qui a emmené les œuvres, qui les accrochait pour une expo. Donc, et moi, je suis arrivée au bon moment. Et d'ailleurs, une de ses filles me l'avait dit. Elle m'a dit, tu sais, tu as pris le relais. Parce que là, maintenant, on est tranquille, parce qu'on sait qu'elle va continuer à exposer, etc. Voilà, il y a quand même un regard qui l'accompagne. Je l'admirais tellement, c'était pour moi quelque chose de magnifique. Donc c'est comme ça que le contact s'est fait. Et puis depuis, on ne s'est pas quittés. Elle est fidèle. On a travaillé ensemble tout le temps. J'avais d'autres relations que de galeriste artiste. Hein. C'était vraiment comme une grande sœur. Avec qui je parlais beaucoup. Et puis elle est très sage, très raisonnable. Quelquefois un petit peu, parce qu'elle a été gâtée et tout, donc un petit peu artiste. Bon, elle était beaucoup artiste, mais en fait, elle avait quand même son petit caractère. Mais c'était la sagesse. Ces conseils, il faut les écouter et puis il faut la suivre les yeux fermés. Donc je l'ai prise un petit peu en main, comme on dit, et puis mais ses enfants, je crois qu'ils étaient rassurés, parce qu'ils savaient quand même... Et puis voilà, on ne s'est jamais quittés, on a travaillé tout le temps, et puis même Qu'est-ce que vous aimiez le plus dans sa peinture? Qu'est-ce qui vous frappait comme ça quand vous regardiez ses œuvres, que vous receviez, et puis qui vous étonnait certainement, parce que ça évolue hein, quand étonné, oui, mais toujours étonné dans le bon sens, parce que elle faisait selon l'envie du moment. Elle n'avait pas de programme d'avance, ni rien du tout. Elle met son papier, si c'est un papier ou si c'est une toile, et puis sans avoir une idée précise à l'avance de ce qu'elle allait faire.
Et elle m'a dit, ben, tu sais, ben, j'ai dit, mais comment tu sais? Elle m'a dit, ça venait tout seul. C'est au gré de Ça venait tout l'inspiration. seul. Et puis elle m'a dit, et les choses prenaient place au fur et à mesure. Les idées, voilà, venaient le d'elles-mêmes. détail, etc. Quelquefois, elle me dit, à la fin, quand je regarde, je suis contente. Quelquefois, je ne suis pas très contente. Mais, et puis après, les femmes pétales, c'est vrai qu'au début, ce n'était pas ça le thème principal. Après, c'est devenu pratiquement son thème principal. Oui. Mais avant, elle faisait, Sidi Abdelrahman par exemple, elle l'a fait en plusieurs versions. Elle a fait des thèmes de l'amirauté d'Alger. Patrimoine, voilà, le patrimoine des endroits architectural quand même d'Alger. précis. Sidi Abdelrahman, évidemment, elle l'a fait et refait parce qu'elle y allait quand elle était jeune. Oui. Donc elle m'a dit, j'ai pas besoin d'aller voir comment c'est, je l'ai dans ma tête. C'était aussi une artiste très engagée par rapport à une cause en particulier, la lutte pour la préservation de l'environnement. Et d'ailleurs, une œuvre sculpturale a marqué justement les esprits. Donc c'était l'une des dernières installations de Souheila Belbahar. Et puis voilà, elle s'est éloignée du cadre et de la toile ou de l'œuvre sur papier ou toile pour aller vers une œuvre sculpturale qui n'était pas, vous voyez, elle craignait pas quand même d'aborder d'autres supports, hein, Karim? Non, elle ne craignait pas. C'était une plasticienne. C'était quand elle était en face d'un support, on ne pouvait pas suivre sa logique de travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esquisse, c'est directement. Le travail. Elle crachait tout ça, tous ses ressentis, et elle a une sensibilité par rapport à la couleur et aux transparences qui est unique. Et elle est très patiente dans le travail. Sinon, quand elle parle, des fois elle est très rapide, des fois elle veut dire les choses rapidement. Mais dans le travail, ici, c'est une plasticienne, il n'y a qu'à voir les catalogues ou les travaux de Haouia. Elle joue beaucoup sur les dentelles, les transparences, les tissus, mais aussi tous les thèmes de faune, flore et musique. Musique, elle a fait danser les pétales. Absolument, ces personnages sont... Et voilà, non, elle a vraiment comment on dit, une mélodie de la couleur qui est pas mal du tout, qui vous donne du punch. Pour une dame comme ça, qui paraît tranquille, qui paraît sage et tout, mais qui est à l'intérieur bouillonne. Elle avait beaucoup de caractère. Mais c'est vrai que ces trois dames, vous avez cité tout à l'heure, que ce soit Aïcha Haddad, Baya et Souheila, Allah yarhamhom, ils ont terminé, en fait, pas terminé, mais ils ont touché à tout, ils ont fait des installations, les trois. Tout à fait, Aïcha Haddad, au niveau du musée des Beaux-Arts, je l'avais vu, cette installation, l'arbre avec de la récupération. La récupération des clubs, quoi, des tenailles. Des tenailles, l'arbre raclé aussi. Voilà, donc oui, Aïcha Haddad, c'est aussi un très bon souvenir. C'est dommage, elle ne nous a pas laissé beaucoup de travail. Malheureusement. Oui, je le regrette aussi beaucoup. J'ai entendu parler qu'il allait avoir justement une rétrospective Aïcha Haddad. Au musée. On l'espère, c'est une dame aussi qui nous manque. Qu'est-ce qu'elle était gentille aussi. Elle était douce, elle était adorable. Voilà, j'ai eu la chance aussi de la côtoyer assez longtemps. Voilà, il n'y a qu'à voir nos femmes peintres, disons, nos artistes au féminin ont marqué quand même l'art contemporain algérien. Ils sont partout. Il n'y a qu'à voir l'expo de Baya actuellement. Ah oui, qui est magnifique. Oui, absolument. La belle rétrospective. J'ai eu une chance inouïe. Je prends ça pour une chance parce que j'avais exposé avec elle dans le cadre de la fête de l'Humain à Paris à 2 reprises. Et la deuxième, c'était son dernier voyage. Donc on a fait le retour. Tout le monde est resté en France. Mais nous, on devait rentrer, moi et Baya. Donc on est rentré. Voilà, une très belle exposition à l'Institut du monde arabe en France. Et qui a eu du succès. Qui a eu énormément de succès. Moi, j'ai eu la chance d'être là-bas et d'aller la voir. Voilà. Excellent. Moi, je dis que vous avez eu de la chance de connaître Souheila Belbahar beaucoup plus que certains. Ah oui, c'est vrai. On aurait aimé vraiment... passer beaucoup plus de temps. Vous avez été ce témoin privilégié de son parcours. Merci, je vous remercie en tout cas. On vous remercie, vous, d'avoir témoigné ce matin parce qu'elle mérite tous les hommages. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est une icône de l'art algérien, Souheila Belbahar, et donc, Allah yarhamha. Nos condoléances à toute sa famille qui, voilà. Qui, en tout cas, en principe nous regardent. Je leur ai dit, donc, ils nous ont regardé. Je l'avais dit l'autre jour aussi.
Beaucoup d'artistes, vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Vous avez qu'à voir sur les commentaires sur les réseaux. On m'en transmis leurs condoléances, leur amitié et tout, à travers moi. Oui. Oui, bien sûr. Et à travers moi aussi, il y en a pas mal qui m'ont appelé. Il y en a pas mal qui m'ont dit, si jamais vous voyez la famille, ils n'ont pas assisté à l'enterrement, ils ne sont pas venus, ça ne veut pas dire qu'ils... Non, vraiment... Tout le monde aimait cette dame. Oui, tout le monde aimait, et tout le monde a des anecdotes avec elle. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, pardon, si vous permettez, un dernier mot. On a eu aussi la chance de pouvoir la faire passer par le musée des Beaux-Arts avant d'aller à la prière. Parce que je savais, la veille, le soir, j'ai eu l'idée, donc j'en ai parlé à ses enfants, j'ai dit parce qu'elle adorait le musée, et puis elle va aller dire au revoir au musée. Et donc, pendant ses œuvres continuent justement. Oui, ses œuvres là-bas, mais pendant 20 minutes, elle était là, avec son cercueil, il y avait tous les amis, quelques artistes et tout, et elle est sortie du musée pour aller à sa dernière demeure. Oui. C'était beau. Très émouvant, très émouvant. Et elle le mérite, c'est le vœu de tout artiste, bien sûr, de faire ce petit périple ou pèlerinage avant de partir et de nous quitter. En tout cas, Souhila Belbahar nous a bel et bien quittés. C'était le 23 mars dernier, donc Allah yarhamha, Saliha, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et on vous remercie en tout cas pour l'émission de nous avoir permis d'en parler de si belle manière. En tout cas, voilà. Donc c'était l'hommage rendu à Souhila Belbahar, donc cette doyenne de l'art algérien. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Dans un moment, on parlera d'art de 4e art cette fois-ci, à travers la présence parmi nous de Brahim Chergui à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, avec une très belle programmation du TNA, Théâtre national algérien. Merci beaucoup. Voilà, on est ravis ce matin, mesdames, messieurs, de partager cette séquence avec un des plus grands metteurs en scène de l'Algérie. Il s'agit du dramaturge, metteur en scène des comédiens émérites, Brahim Chergui. On est ravis de vous retrouver. Bonjour et Sahar Mdanek. Sahar Mdankom, pareillement votre, et au nom de M. le directeur général, de M. le directeur chef de département artistique, la production artistique, tous les corps, tous les artistes du Théâtre national algérien, je me dois d'abord de souhaiter un excellent et somptueux Ramadan, pour un mois sacré qui puisse nous apporter piété, miséricorde, clémence, joie de vivre et beaucoup de hasanat.
Inch'Allah, beaucoup de bienfaisance, effectivement, beaucoup de partage, beaucoup de solidarité. Et c'est vrai que la famille du Théâtre National est si grande et si généreuse. Aujourd'hui, donc, nous célébrons avec elle cette journée mondiale du théâtre. Et bien sûr, c'est une occasion pour nous de rappeler tout l'apport de ces comédiens et comédiennes, metteurs en scène, tous les autres acteurs de l'ombre de cette institution culturelle qu'on appelle le Théâtre National algérien. Certainement, et puis pour revenir un petit peu, là j'en fais une transition avec votre permission et bienveillance, c'est que historiquement parlant, l'Institut international du théâtre a commémoré un certain 27 mars 1961 une journée qui par la suite est devenue la journée mondiale du théâtre. Ce fut un 27 mars. Et la première déclaration qui fut à l'époque, c'était par biais de Jean Cocteau en 1962. Cela dit, cela étant qu'actuellement, nous célébrons la 62e année de la Journée mondiale du théâtre, bien sûr par voie de l'Institut international du théâtre. En tout cas, c'est très bien, cette information, je ne l'avais pas, et ça permet un petit peu d'en savoir plus sur l'histoire de cette institution. Donc voilà. Donc le point de départ, c'était en Algérie pour cette journée mondiale finalement. La première déclaration fut à Paris en France. Puis par la suite, comme c'est une présidence tournante, à chaque fois c'est un pays qui prend en charge la déclaration de cette journée commémorative. Et cette année, elle a été consacrée et dédiée à une icône du théâtre arabe. C'est Samiha Ayoub. C'est elle c'est une Égyptienne, c'est une grande actrice, que ce soit au cinéma et comédienne au théâtre. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer dans l'Oisir l'Achiq. Elle, Samiha Ayoub, Cherbini, Abdullah Rit et toute la smala de grands comédiens. Et je vous assure que c'est une femme très humble, très engagée, qui porte en elle le souci du bien faire et le souci de confectionner un théâtre qui puisse répondre à une mentalité qui, elle, porte en elle les revendications d'une certaine classe de société par rapport à des pays se situant dans le monde. Et cette déclaration porte comme thématique et thématise les souffrances de cette humanité. Nous sommes en 2023. Hélas, nous vivons l'ère en ERE, une époque de guerre. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Ukraine. Ce pouvoir qui ne fait que détruire les soubassements de cette humanité, les plateformes structurelles de l'humanité. C'est vrai que les conflits sont néfastes pour l'humain, pour l'humanité de manière générale, effectivement. Et l'artiste, le comédien, le metteur en scène, le dramaturge est sensible à ces mouvances politiques, à ces mouvances sociales, donc il est le reflet un petit peu de l'évolution du monde. Certainement, parce que la destruction de l'infrastructure de l'humanité, à savoir son potentiel artistique, que je qualifie à mon regard, c'est l'élément structurel premier d'une société. Quand on détruit cette infrastructure, ça veut dire qu'on est en train de détruire progressivement toutes les structures d'une société. Donc l'artiste vit à l'intérieur de la société pour la sensibilité et en marge de cette société pour la constatation. Les deux, l'un dans l'autre, fait qu'il a une prise de conscience. Cette prise de conscience s'inscrit par rapport à une conjoncture déterminée. Absolument. C'est le moment qui lui fait subir des émotions et dont lui, il s'exprime en extériorisant. Transcrite par des textes, des dialogues, de belles pièces théâtrales. C'est cette extériorisation qui nous arrivent, et puis bon, par le jeu des comédiens surtout, voilà, qui sont le dernier maillon de la grande chaîne. Donc c'est une extériorisation. Oui, expression, ça veut dire exprimer et extérioriser un sentiment intérieur. Et ce qui est beau dans le théâtre, c'est que c'est, comment dire, cette scène, cette belle scène, ce jeu d'acteurs suscite le débat. Et ça fait évoluer une société.
Certainement, parce que, encore une deuxième transition, c'est vrai que maintenant il y a la nature d'être et la manière d'offrir et de présenter ses idées. Parce qu'une écriture d'une pièce de théâtre, dramaturgiquement parlant, une vision de mise en espace, c'est la transmission d'idées. Tout à fait, ce sont à la base des idées. D'idées pour essayer d'éveiller, de mettre en conscience un citoyen et aussi de l'édifier pour demain. Absolument. Et la conjoncture actuelle fait que les artistes du monde entier cherchent une internationalisation de l'harmonie entre l'âme et le cœur. Tout le monde lutte pour que cessent ces guerres, afin que cette humanité puisse se promener dans les jardins de la liberté quand ils sont si jolis. Voilà, il y a aussi cette préoccupation par rapport à l'état de l'environnement qui est planétaire, c'est une lutte commune. Et c'est ce qui certes que l'artiste produit et crée dans les moments difficiles, les situations de crise. Absolument. Mais faudrait-il encore qu'il y ait des moments de répit, parce que nous venons de sortir d'une pandémie qui est le Covid, puis juste après c'est une crise mondiale, puis juste après c'est les guerres. Donc, il est du rôle de l'artiste d'essayer de divertir, de proposer des moments de distraction, de défoulement et de bons ressentis pour le citoyen. C'est vrai que c'est quand même... il y a énormément de messages d'espoir dans toutes les pièces, la plupart. En tout cas, pendant que vous parliez, Ibrahim Chergui, des images ont défilé, celles de toutes ces pièces qui, de génération en génération, ont éduqué la pensée du peuple algérien. Donc, et c'est vrai que chaque génération a ses particularités, ses modes d'expression, ses penchants, et c'est vrai que c'est riche quand même. La production est très riche, très intense. Vous, en qualité de chef de département de production artistique, vous suivez un petit peu l'élan de cette génération nouvelle, et elle est incroyablement créative aussi. Certainement, parce que le monde évolue grâce à celles et ceux qui prennent la liberté pour avancer. Et moi, j'ai toujours dit que les serrures de l'avenir s'ouvrent avec les clés du passé. Absolument. Donc, c'est pour joindre l'utile à l'agréable. Faudrait-il encore permettre à cette nouvelle génération montante, justement, d'être en équilibre entre l'harmonisation de l'esprit et du cœur, et leur permettre un espace d'expression, un espace d'opinion, un espace de débat, un espace d'échange et d'acceptation de l'autre dans la différence. Aussi, et pour ce faire, le Théâtre national algérien célèbre aujourd'hui, Journée mondiale du théâtre, par une pièce, un montage d'extraits divers de Abdelkader Alloula, Al-Halqa. Aussi, nous commémorons la disparition d'une grande personnalité artistique, c'est Hammoumi, Dr Hammoumi, et nous allons l'honorer à titre posthume. D'accord. Aujourd'hui aussi au théâtre. Et ce sera à quelle heure et dans quelle salle? C'est juste après la salle du Tarawih. Oui. Ce sera au Théâtre national algérien. Le public est cordialement invité. Les amoureux du théâtre, les amis de Abdelkader Alloula, sachant pertinemment que c'est une personnalité internationale. Bon, je sais qu'on aura aimé par tous les comédiens, effectivement. Et même outre-mer, même en dehors d'Algérie, il est très respecté, très aimé. Et parce qu'il a innové le théâtre, il nous a ramené la technique brechtienne dans une mentalité algérienne. Et il a à peu près pu garantir une similitude et nous faire accepter une vision internationale. Mais avec une langue algérienne, avec une langue très recherchée, et puissante en même temps. Elle est puissante, elle est poétique, elle est lyrique, elle est violente en même temps. Oui, et qui combine l'humour au tragique. L'humour au tragique. Et aussi, il a pu mettre en évidence une nouvelle forme de théâtre avec une expression d'un langage théâtral. Je ne parle pas ici du langage de la langue littéraire, mais d'un langage théâtral qui a permis une théâtralité
qui a donné... Qui s'inspirait aussi du patrimoine, de l'héritage. Et c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire aussi, parce qu'il est très fort dans l'universel. On a vu les bas-fonds de Gogol. Et il est très fort en populaire en montant la pièce Le Roula de Rwichet, parce que Rwichet lui a confié, or qu'il était très jeune à l'époque, et aussi en expérimentant ses propres expériences, à savoir la triptyque, le Gouel, le Jouad et le Litham. Sa triptyque, sa trilogie. Donc c'est un petit peu cette expérimentation du théâtre par rapport à une forme et à un fond, dans une jonction, dans une cadence qui a pu faire naître une forme de théâtre. Il est très classique, en même temps brechtien dans les formes, parce qu'il a su jouer avec un élément très important, c'est le didactisme, la distinction didactique, qui a pu à adapter et adopter dans une forme assez classique par rapport à une vision de l'esthétique. Oui. Et ce qu'on retrouve par exemple dans le Gouel, le passage Risham avec le père, son père avec son fils Risham, par rapport à Jloul Fahimi dans le Jouad, par rapport à l'Itham. Donc c'est un petit peu cet assemblage. Voilà, c'est pour ça que je parlais d'héritage, effectivement. En tout cas, oui, pardon. Ce qui est important, c'est que le fait de célébrer ça, c'est de dire à la nouvelle génération, en voici un terrain que vous pouvez cultiver et dans lequel vous pouvez encore enrichir. Absolument. Par rapport à d'autres formes existantes actuelles, parce que maintenant, la notion du théâtre a changé. Et même les formes d'expression théâtrale ont nettement changé. Absolument. Sur cette image justement du TNA, on va peut-être offrir aux téléspectateurs en fin de séquence, parce que nous arrivons déjà à la fin de cette rencontre, Brahim Chergui, quelques indices sur la programmation de ce mois de Ramadan. Est-ce qu'il y aura beaucoup de spectacles? Dieu merci. Comment avoir justement accès à l'information? C'est très juste. Il existe un site du Théâtre national algérien. Il y a la page Facebook du Théâtre national algérien. À chaque jour, vous actualisez l'information. On actualise des informations déjà existantes et nous informons aussi notre cher et bien aimable public. Nous avons un programme très riche, dense et divers. Nous avons, même les enfants se sont un petit peu chouchoutés durant ce mois de Ramadan. Durant les vacances aussi. Il y aurait des pièces pour enfants. Il y a des pièces pour adultes. Journées particulières pour les enfants? Pour les enfants, oui. Quand? Il y a l'Undja, je pense qu'elle est programmée le 2 ou 3 avril. Nous avons des pièces pour adultes. Nous avons des chanteurs. Nous avons Man Al-Gharbi avec Yamna. Nous avons Lila Boursali. Nous avons Sha'ou. Nous avons Kamal Aziz. Dit Kamal Roujia ou le Petit Zahi. Nous avons Hassiba Amrouche. Nous avons des pièces pour adultes. Nous avons des one-man shows. Les spectacles, des stand-up aussi, c'est bien. Nous avons un stand-up avec Zoubir, nous avons le one-man show avec Salim Belhadj et beaucoup d'autres. On ne pourra pas être exhaustif parce que de toute façon, voilà, le temps ne nous le permettra pas déjà, mais aussi il y a mieux à faire, c'est vraiment de vérifier détail par détail. Parce que moi, j'ai envie juste de donner une information qui est cruciale pour le visiteur du TNA, c'est à quelle heure vous démarrez les spectacles au quotidien? C'est juste après la salat du Donc Tarawih. tout se fait le soir. Tout se fait le soir, même quand il s'agit des enfants. Même quand il s'agit des Excellent. enfants. Aussi, nous avons l'espace Mohamed Boudia et Abdelkader Safiri que nous allons faire vivre avec Jalasset Mahidine Bashtarzi. Par exemple, nous avons Boukebba avec son invité Kafi. Très bien. Ils vont débattre de la dramaturgie. Et juste après, nous avons Salim Dada pour nous parler de la musique. C'est un espace littéraire, artistique. Un espace d'échange. Voilà, qui se fait parallèlement à ce qui se fait parce que nos espaces au théâtre vivent le jour et font vivre des personnes
durant la soirée du Ramadan. Il y en a pour tous les goûts, vous l'aurez su, mesdames, messieurs. Merci infiniment à vous, Brahim Chergui, d'avoir permis à Canal Algérie de marquer cette journée mondiale du théâtre. Donc, on a parlé à travers ça du théâtre national algérien, vraiment de son apport dans la société. Et tous ces comédiens aussi, tous ces dramaturges et tous ces acteurs du 4e art que vous avez mis en relief à travers vos propos. En tout cas, je rappelle que vous êtes vous-même dramaturge, metteur en scène et comédien émérite, chef des 2 départements de la production artistique actuellement au TNA. Merci infiniment. Et bon vent pour toutes ces belles initiatives, en tout cas. Merci, une pensée avec votre permission et bienveillance. Avec plaisir. Pour tous les peuples qui se trouvent actuellement opprimés, et une pensée spécifique à nos frères palestiniens. Absolument. Ce despotisme et cette tyrannie dont ils sont en train de vivre au quotidien, et à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et un droit à l'autodétermination de ces nations. Amin. Voilà, c'est un vœu pieux que nous partageons avec vous, Brahim Chergui. En tout cas, voilà, on va continuer de parler d'art, mesdames, messieurs. Cette fois-ci, on va parler de jazz avec la présence parmi nous de Kherdin. Ah, vous êtes contents. Hein? Et vous serez encore plus contents d'avoir à l'écoute, justement, Qumtara avec une version très, très intéressante, une version très jazzy de cette chanson du patrimoine. Il me semble que je l'ai. Vous l'avez. Donc, en tout
En l'occurrence de Kherdine Mkachiche, qui est un virtuose du violon, mais également un grand passionné de jazz. Bienvenue à Kherdine Mkachiche. Vraiment très content d'être parmi vous. Bonjour encore une fois. Ramadan Karim, Inch'Allah. Toujours très content d'être parmi vous sur cette... On est ravis de vous recevoir. On est ravis de vous recevoir, nous aussi. On est ravis de parler de tous les genres artistiques en Algérie. Dieu sait que vraiment cette grande mosaïque artistique est très variée. On parle un peu moins de jazz en général, et heureusement que vous êtes là pour en témoigner. Depuis quelques années, quand même après la création du Dima Jazz. Oui, le Dima Jazz a révolutionné quand même la scène par rapport à ça. Effectivement. Oui. Ben, on espère qu'il y ait continuité de cet événement. Je profite de l'occasion, je vais ouvrir une petite parenthèse. Oui, Zohir, le commissaire, émérite commissaire, donc là, subitement, oui, donc oui, Zohir Bouzidki qui a vraiment donné la chance à tous les artistes passionnés de jazz de s'exprimer et d'être confrontés aussi à tous les talents extérieurs, donc qui nous venaient de tous les coins de la planète. En fait, on a reçu des artistes talentueux et très connus dans le monde du jazz, très grand renommé aussi, absolument, et qui venaient parce qu'ils avaient envie d'encourager cette jeune équipe du Dima Jazz. Il y avait une très bonne dynamique à l'époque. Absolument. Donc voilà, on rappelle bien sûr aussi l'un des initiateurs qui était Aziz Djemam et qui a parcouru le monde pour ramener des artistes très connus qui ont aimé son initiative et qui ont répondu à l'appel, qui ont continué à le faire pendant des saisons. Des dizaines d'éditions pour ce festival. On lui souhaite en tout cas pérennité et continuité malgré la disparition de ces piliers justement du Dima Jazz. En tout cas, vous avez été conviés justement à cette manifestation culturelle constantinoise et algérienne un nombre de fois. Et d'ailleurs, ce qui fait votre particularité, c'est que vous avez eu l'occasion de partager des projets avec des artistes étrangers lors de cette manifestation. Effectivement. D'ailleurs, vous avez assisté à une... J'ai assisté à l'une d'elles, effectivement. Donc, mon histoire avec le Dima Jazz... C'était avec Nguyen Ly. Nguyen Ly et Dafar Youssef. Donc, c'est vietnamien. Et Dafar Youssef, franco-vietnamien. Oui, et Dafar Youssef, le tunisien, effectivement. Donc, mon histoire avec le Dima Jazz a commencé en 2007, lorsque j'étais convié pour une résidence de formation avec le groupe TOT. Et puis, donc, à ce moment-là, je suis un petit peu tombé amoureux de quelque part de festival et de la ville surtout. Donc j'ai pu revenir plusieurs fois sur plusieurs éditions. On a fait plusieurs stages de formation aussi, notamment avec le saxophoniste belge Pierre Vaena. À Cameroun aussi, on a fait une résidence après sur Alger. On a fait question formation. Alhamdoulilah, le festival a vraiment fait le taf. À Cameroun qui est présent, pratiquement leader dans son domaine. Oui, tout à fait, un grand groupe. Et sur la dernière édition, Zohel m'avait convié à faire moi-même une résidence de formation concernant le jazz oriental. Comment introduire la musique orientale dans le jazz. J'ai eu des artistes constantinois qui se sont présentés avec leur instrument. Ça s'est super bien passé, alhamdoulilah. Voilà. Donc, histoire de dire que la continuité est toujours là. Oui, en fait, comment dire, vous faites... comment dire, vous fusionnez énormément, vous et votre violon, Kherdine Mkachiche, et vous en faites ce que vous voulez. En fait, voilà, c'est ce qui séduit les artistes étrangers qui découvrent pour la première fois des sonorités aussi puissantes, sorties d'un instrument qu'ils connaissent pourtant, mais qui arrivent à aller sur des terrains inconnus. Au fait, mon histoire avec le violon a commencé en 83. Très tardivement, parce que mon père à l'époque était musicien aussi, ne voulait pas que je fasse de la musique. Donc j'ai dû insister pendant des années. Et finalement, il a fini par accepter. Donc ça a commencé par contre par... Il a transmis ça dans les gènes sans le savoir, effectivement. Donc ça a commencé par l'école andalouse. Khadija à l'époque, qui était une école assez très connue de la Hibak, avec beaucoup de stars à l'époque qui sont devenus maintenant la plupart des chanteurs qui occupent la scène algérienne en ce moment ont été des élèves ou des adhérents à l'association Khadija et conservatoire d'Alger aussi à l'époque. Donc petit à petit, j'ai commencé à comprendre que l'Algérie était grande, vaste, large et qu'il y avait beaucoup de styles de musique que je ne connaissais pas. Donc ma curiosité m'a poussé un petit peu à découvrir déjà les racines algériennes. Et puis petit à petit, je me suis dit, ça serait bien d'essayer d'exporter ces genres musicaux très riches. Et ça a commencé en 1997
avec une chanteuse, Amina Alaoui, qui m'avait offert un petit peu le portail. Le portail, ça a duré 13 ans avec Amina, et puis il y a eu d'autres projets, il y a eu les Orientales en 2003, si mes souvenirs sont bons. Projet franco-algérien, hommage musical d'Algérie des années 50, il y a eu quand même C1, c'est un méga grand projet en Norvège qui a duré pour moi 7 ans, qui m'a ouvert les portes du fameux label ECM, le fameux label mondial du jazz ECM. J'ai enregistré. Vous avez enregistré dans ce label très prestigieux, effectivement. Effectivement. Sur C1, j'ai connu une autre légende qui vient de décéder d'ailleurs. John Hassell, le trompettiste américain qui a créé le jazz électronique pendant les années 60. C'était une légende vivante et j'ai eu le plaisir de jouer avec lui pendant 9 ans. On a enregistré plusieurs albums, dont un album sur OCM et 3 autres albums sur une autre édition. Oui. Donc sincèrement, j'ai eu la chance de côtoyer de grands noms du jazz mondial, effectivement. Notamment Subramaniam Maniam, l'Indien aussi. Oui, tout à fait, avec les Indiens. Avec qui j'ai fait une tournée en Inde. Sur 21 jours, on a fait le tour des plus grandes salles prestigieuses de l'Inde. Et dans cette tournée-là, j'ai représenté le violon arabe. Absolument. Et c'est vrai que c'était une rencontre de violonistes essentiellement. Et vous vous êtes démarqué dès lors que vous avez séduit ce public, que vous l'avez acquis directement. Donc en tout cas, Kheddin Kashish, c'est-à-dire que vous parliez du Dima Jazz, vous parliez de tous ces beaux voyages que vous avez eus donc, dans votre parcours, qui vous ont enrichi, nourri, et ça vous a amené aussi à créer un projet très séduisant qui porte le nom de notre capitale, Behja. Donc Behja Project, c'était quand même l'aboutissement, je pense, de toutes ces réflexions. Je voulais le plaisir de l'annoncer, de le présenter. Bon, c'est venu tout seul. Voilà, c'est une continuité de vos propos. En tout cas, c'est vrai que là, vous aviez, j'imagine, envie d'avoir cette empreinte algérienne. Bien que les musiciens n'étaient pas tous algériens. Il y en avait deux quand même sur le projet. Voilà. Donc Behja, c'était une aventure qui avait commencé dans le cadre du festival européen. C'était une rencontre très bizarre en fait. C'était un musicien belge, Manuel Hermia, un saxophoniste belge, qui devait venir participer au festival européen. Malheureusement, son orchestre n'a pas pu le suivre, donc il est venu tout seul. Et avant de venir, il s'est fait une petite recherche sur Internet, histoire de trouver un groupe local avec qui il pouvait jouer. Donc son choix était tombé sur moi. Il avait vu un petit peu ce que je faisais, tout ça, donc il a dit j'ai envie de jouer avec lui. Et comme on connaissait super bien le représentant de la Wallonie, donc on avait beaucoup collaboré avec lui, donc ils m'ont appelé au téléphone histoire de dire il y a un musicien qui cherche à jouer avec vous. Et puis Behja est parti de ce moment-là, en fait. Très bien. Il y a eu tellement d'harmonie lors de ce spectacle, effectivement. En fait, Manuel est marié à une Algérienne, sa fille s'appelle Kenza, déjà. Et puis, il était venu en Algérie, ça faisait très très longtemps. Et donc, Behja a permis à Manuel de mieux côtoyer l'Algérois et l'Algérie plus tard, parce qu'on a joué aussi à Dima Jazz à l'époque. Donc, c'est une forme de relation s'est créée entre la Belgique et l'Algérie, et le projet est né tout simplement. Voilà, d'emblée, voilà, il est né tout naturellement. Parce que c'est vrai que ce qui fait la particularité du jazz, c'est que voilà, deux artistes sont ensemble. Ils jouent le même morceau, mais en même temps, ils ont cette possibilité d'introduire leur personnalité et leur sensibilité par des moments d'improvisation. Mais on reste dans l'harmonie et c'est ce qui fait la force de cette musique, justement. Effectivement. Donc Manuel était très amoureux de la musique nord-africaine, je dirais, mais il ne connaissait pas beaucoup de couleurs algériennes. On a essayé de faire découvrir le maximum de couleurs, il était vraiment impressionné, c'est une richesse immense. Et puis, de fil en aiguille, on a enregistré l'album chez le label belge de jazz Igloo. Et l'album est sorti en fin 2010, début 2019. Et voilà, donc il y a eu un concert promotionnel en avant-première au Dima Jazz. En fait, le premier album de Behja s'est vendu à Dima Jazz. Oui, c'est vrai que c'était une plaque tournante quand même, ce festival. Et il a permis énormément de belles rencontres. Voilà, et donc l'aventure était lancée pour Behja Project, donc, qui a connu et continue toujours d'exister. Vous avez votre propre groupe actuellement, donc, et vous évoluez en toute harmonie. Alors, vous revenez d'un voyage en Finlande, on va en parler dans un tout petit instant, d'accord, le temps d'accueillir. Oui, allez-y.
Excuse-moi. Non, vous allez rester, hein, vous n'allez pas partir, vous allez rester jusqu'à la fin de l'émission. Je voulais juste remercier encore une fois l'Agence algérienne du rayonnement culturel qui nous avait conviés l'année passée pendant Ramadan. Oui. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du jazz qui a été célébrée par Behja, justement. Oui, Behja Project était à l'honneur lors de cette célébration, effectivement, l'année dernière. Et cette année, donc, on vous a surtout reçu à l'occasion de ce festival international auquel vous avez pris part en Finlande. Et on va en dire encore quelques petits mots après vous avoir écouté. Donc voilà, avec votre petit violon. Dans ce petit extrait, vous nous en direz un petit peu tout à l'heure. De Behja et bien sûr ça c'est Behja sur scène. Cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, on a l'illustration de ce beau travail vraiment qui vous a permis d'être en communion avec des artistes incroyables. Donc voilà, on accueille tout de suite un autre artiste qui vient de nous rejoindre. Il s'agit donc de Abdelkerim Chennin, donc interprète de musique shabi. On est ravis de vous recevoir ce matin. Sahar Mdanek. Sahar Mdanek, bonjour madame et bonjour le charleur. Voilà. Alors, vous êtes tous les deux de grands musiciens. Voilà. Alors, vous, il vous manque votre luth ou votre mandole. Lui, son violon. Mais dommage, on est en plein Ramadan. On va en parler. C'est un peu difficile. On va en parler quand même. Donc, Abdelkerim Chennin, vous serez sur la scène de la salle Sahel cette semaine, le 28, c'est-à-dire demain soir, à partir de 22h30. Inch'Allah. Voilà, vous rencontrez votre public. Ça faisait longtemps que vous ne vous êtes pas produit. Chaque année, avec l'établissement agriculture, chaque année. Cette fois-ci, bon, le 28, on a pour la salle cinéma du Sahel. Le 30, au centre culturel de Berraqi. Le premier, la salle, plutôt, c'est le plein air, c'est la forêt des Bois d'Écar. Très bien. En tout cas, on est ravis de voir toute cette pléiade d'artistes se remettre sur scène, partager des moments fabuleux avec le public. C'est vrai qu'on vous avait accueilli ici même pour parler de cette détresse des artistes pendant la pandémie. Hein. Vous vous rappelez, Redin Kashish, ça vous a amené d'ailleurs à vous engager complètement à investir de l'énergie, du temps pour créer la coordination nationale, alors coordination syndicale des musiciens de la wilaya d'Alger, afin de préserver donc voilà toute le strict minimum. Oui, le minimum voilà par rapport à tous ces artistes qui étaient en souffrance, qui ne pouvaient pas rencontrer leur public. Mais aujourd'hui, j'imagine votre joie de retrouver le public, la scène. C'est super. Bien sûr. Voilà, l'expression de votre visage. Parce que vous voyez, quand on a passé la période du Covid, c'est tout, il n'y a rien, ni activité, il n'y a rien. C'était très difficile. C'est après le Covid. Et c'est bon, c'est terminé. C'est petit à petit, actuellement, cette année, normalement. C'est que même les mariages n'avaient pas lieu. Il y avait le chanteur Chabi est connu justement par sa présence précieuse dans nos célébrations, par sa présence précieuse durant, justement, par exemple, la période de Ramadan. Vous êtes très présent sur la scène. Mais voilà, oui. On ne voulait pas que la période de Ramadan. Oui, vous voulez toute l'année. On voulait toute l'année. Oui, c'est ça. Pendant l'été, vous êtes très... C'est des fêtes familiales. Voilà. Mais il y a des événements. Oui, absolument. On aimerait bien être présent. Là, je reviens à la fameuse phrase de Kalam Saoudi,
هذاك الشعبي كي القطايف يتفكروه غير في رمضان. الله يرحمه مسكين. Je pense, j'aimerais bien que cette idée. Oui, en fait, tous les artistes qui passent par nos plateaux le disent. Ils souhaitent vraiment que les scènes soient partagées avec les autres artistes pendant toute l'année. En tout cas, votre écho, tout votre appel trouvera écho certainement auprès des institutions culturelles qui nous écoutent ce matin et le ministère de la Culture aussi. Donc, on espère que cet appel sera suivi. En tout cas, on a également un extrait de vous, Abdelkarim Chenine. On va vous écouter. À défaut d'avoir votre instrument, vous avez la magie de l'image permet quand même d'avoir ça. Et j'invite mon frère. Inch'Allah. Inch'Allah. Nahadrou le kamel, Inch'Allah. Voilà, c'est parti. يا نور نور مقلتين سمي بنا الزيقة يا قد غوصنا لقاح زخرف وزن اللي عذب العيون الوقاح فنيت ويا اللي عذب ابو العيون الوقاح فنيت ويا أهلي عادي. Et voilà, c'était un petit extrait d'une chanson qui avait jadis été chantée par le Hajj Mohamed Lanqa. Donc c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, effectivement. Mais moi, je me dis, est-ce que vous êtes parmi ceux qui se disent Anqaouiyine, par exemple? Ça se ressent. C'est mon école. Voilà, votre idole, c'est votre école, c'est votre mentor. Allez, on va trouver d'autres. Allez, on cherche encore des synonymes. Oui. Je dirais aussi que le Hajj Lanqa a laissé son empreinte très très présente dans le domaine du Chabi et que plusieurs interprètes, Shioukha comme on les appelle Chabi, ont suivi cette trace. Et puis il y a eu d'autres écoles qui ont l'école de Amal Zahira Ahmou, l'école de Agrouabi, l'école de Tahmil Harachi. Il y a plusieurs écoles qui ont évolué après. Mais je dirais quand même que l'Anqa reste l'Anqa, c'est le pilier, c'est le cardinal, comme on disait. Et c'est bien quand même de suivre, d'aller sur les pas de ce grand maître de la chanson Chabi, qui a d'ailleurs donné le nom à ce style musical par sa première prestation sur scène. Révolutionné carrément. Tout à fait. Donc des instruments à l'époque. Voilà, et ça n'existe. C'était difficile de définir, et l'animateur qui l'a reçu pour la première fois pour cette scène a dit voilà, c'est le Chabi. Voilà, et c'est parti. Voilà, aujourd'hui le Chabi a toutes ses lettres de noblesse avec toute une pléiade d'artistes. Vous faites partie de cette nouvelle génération, cette génération qui a continué donc de préserver cet héritage. Le 28, Inch'Allah, vous serez sur des compositions personnelles ou vous aurez surtout un répertoire? Écoute, moi j'ai spécialisé. J'aimerais bien que je me reste spécialisé dans le patrimoine. Oui. Très bien. Voilà, vous êtes sur cette lancée de la sauvegarde. On va le sauvegarder. Parce que c'est tous, on va tous chanter le Nio Chabi. D'accord. En tout cas, et moi, une partie chante comme ça, une partie chante comme ça. C'est d'ailleurs, ça se ressent à travers votre album. Votre album a été consacré justement à cette interprétation ou réinterprétation de l'héritage et du patrimoine. Du patrimoine. Voilà. En tout cas, vous avez à votre actif un album. On rappelle un petit peu le titre parce que Bon, j'ai fait les 4 titres. Oui. J'ai fait Sallallahu ala Shafi al-Bariya. J'ai fait Rabbi Sahel li Zora. J'ai fait Ya'shaq al-Mukhtar. Et vous voyez sur القصايد هذوما كامل مفقودين. مفقودين يا كو وحده اللي ربي سهل لي زوره كي سيتي مون ريف نسجلها ايفيكتيمون والله غنسجلها. الحمد لله. سيتي مون ان شاء الله يا ربي سهل لنا زوره بيان سور. J'espère que vous la chanterez aussi sur scène et que ça trouvera vraiment. تكون ان شاء الله.
voilà, ça suscitera l'intérêt. Oui. Généralement, le choix des qsaïd qui sont chantés Chabi, c'est le Mdeh. Oui, tout ce qui sont suivis. Donc, ce que mon frère a enregistré sur son album, c'est justement ce registre-là. Exactement. Voilà, en tout cas, vous vous êtes échangé pendant l'extrait quelques phrases et bon, j'ai su que voilà, vous parliez d'orchestration, l'œil aiguisé, plutôt l'oreille aiguisée de notre cher Khadim Kashish était en train de rechercher le jeu de telle personne ou de telle personne. Effectivement, ça ressemble, généralement, il y a des ressemblances. Voilà, il y a des ressemblances, vous reconnaissez les personnes à leur jeu, c'est excellent. J'ai joué longtemps avec eux, donc je connais un petit peu leur couleur. Voilà, et vous avez pour point commun cette école, le Fakhardia, donc qui a été une école pour beaucoup très grande école, de musiciens en Algérie, et donc vous l'avez fréquenté, cette association, tous les deux. Et vous en gardez certainement un bon souvenir. Automatiquement. J'ai fréquenté le Fakhardia, j'ai fréquenté le Fenn ou l'Adab, y compris la dernière association, c'était le Founoun Zria. Exactement, Mohamed Salmi. Voilà, c'était la dernière. Après, je me suis continué le chemin. Bien sûr, avec la fréquentation de Al-Mashayikh, bien sûr. Avec des musiciens qui m'aident. Voilà. C'est des écoles. Ce sont des écoles, effectivement. Mais il garde toute son humilité. Il est très humble, Khadim Kashish, parce que quand on vous fait appel, que ce soit pour un concert Chabi ou un concert andalou, vous ne dites jamais non. Vous continuez justement d'être présent sur la scène algérienne de fort belle manière, en tout cas. Vous rehaussez beaucoup d'artistes sur scène. Nous, ça nous permet déjà de rester dans le bain, déjà. Et puis, je ne comprends pas un petit peu pourquoi changer. Absolument. On a été élevé comme ça, on a grandi dans cette tradition, et puis c'est un petit peu nos racines aussi. Absolument. Donc, on s'inspire encore, on se ressource carrément de ces racines-là. Oui, mais comme vous êtes un créateur, vous composez aussi des morceaux, etc., c'est parfois difficile de rester sur des codes, des règles. Donc, c'est difficile d'innover comme ça. Effectivement, moi je ne suis pas vraiment un très grand compositeur. Bon, j'ai composé quelques trucs, quelques morceaux, je dirais. Ils sont au nombre de 10 ou 12, pas autant que ça. Mais je dirais que je suis très très libre. Quand je compose, l'esprit est très libre. Il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune règle. J'essaie juste de transmettre un son agréable à l'oreille de l'auditeur ou du spectateur qui va venir. J'essaie juste de mettre dans l'ambiance de la musique algérienne, c'est le plus important pour moi. J'imagine. Et Dieu sait qu'elle est très riche et on essaie d'exploiter au maximum. Toutes ces belles sonorités que vous exportez de fort belle manière. On va finir par l'idée qu'on avait un petit peu abandonnée tout à l'heure. Donc votre contribution au concert que vous avez partagé avec Ikonen, c'était en Finlande. Vous revenez à peine de ce voyage. Effectivement. Donc Carré, je l'ai connu sur un festival en Belgique, quand j'étais avec Behja. Et on s'est croisés dans les coulisses, on a un petit peu discuté. Carré, c'est un pianiste finlandais qui a fait l'école classique d'abord et puis l'école jazz, qui est considéré parmi l'élite des pianistes finlandais depuis quelques années. En fait, il a un petit peu, je dirais, il a un petit peu fait le tour de la table. Donc maintenant, il cherche à développer d'autres sonorités. Donc c'est un amoureux de la musique orientale, des modes orientaux, et spécialement les modes qui contiennent le quart de temps, ce qu'ils appellent microtunes. Donc tout le monde sait que le piano, il n'y a pas de microtune, il n'y a pas de quart de temps dessus. Donc il a inventé une petite machine qui s'appelle le Macchiano. C'est lui-même qui l'a conçu pour pouvoir mettre le quart de temps. Adapter le piano à ça. Exactement. Et ça prend 15 secondes pour installer ou pour désinstaller. Donc c'est très rapide. On peut orientaliser un piano acoustique en 15 secondes. Donc c'est un petit peu très original. Et il a battu tout son dernier projet, qui a appelé d'ailleurs Al-Qantara. Donc déjà c'est révélateur. Entre deux. Donc il a basé tout son projet sur ce principe-là. Un pianiste finlandais qui fait du jazz oriental, encore une fois. Oui, mais qui fait appel aussi à un artiste talentueux qui s'appelle Khadim Kashish et qui nous a fait honneur lors de ce grand festival. Ça devait se faire en 2021, ça c'est pas possible. 2022, c'était pas possible non plus. Ça s'est fait finalement en 2023, alhamdoulilah. Mais c'était quand même... Le public a aimé? Super, sincèrement. On a fait un enregistrement en studio pendant 2 jours. On a enregistré les 10 morceaux.
C'était dans les studios de la radio finlandaise, à Helsinki. Et puis on est parti en tournée pour les 4 concerts et c'était sincèrement des succès partout, alhamdoulilah. En tout cas, Khaldin Kashish, on a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, bon vent pour les prochains projets. Merci donc, beaucoup. on vous recevra avec grand plaisir à chaque fois. Donc, idem pour Abdelkrim Chenine ici présent. On a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Et donc, Chabi à l'honneur à la salle, la salle Sahel de Cheraga. Donc, c'est demain, mesdames, messieurs, donc à partir de 22h30. Donc, demain 28 mars. Retenez bien la date. Vous serez donc certainement agréablement accompagnés pendant ce concert par l'artiste ici présent, Abdelkrim Chenine, qu'on a été ravis de recevoir. Merci beaucoup, madame. Sia Makboul, Inch'Allah. Inch'Allah, bien, merci pour Khairdin que je fais. Ça fait un bon moment, ça fait plaisir. Vous connaissez, voilà. On était ravis aussi de vous faire partager cette... Et merci pour Agriculture pour cet énorme travail. Inch'Allah, une belle continuité. Cette fois-ci, monsieur Kimakoula. Pour Agriculture. Voilà. Donc, on vous remercie infiniment, messieurs. Merci, on remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis ce matin. On vous souhaite de passer d'agréables moments. Et puis, pour ceux qu'on n'a pas rencontrés les premiers jours, Ramadan Karim, Kul Aam wa Antouma Bkhir, Siyam Maqboul. Et puis, Inch'Allah, Yan'ad Alina Dayman, Bis-Sahha wal Hana. Voilà, prenez patience, ne vous énervez pas au volant. N'énervez pas vos femmes qui cuisinent. Laissez-les en paix. C'est dur. Ah bah, oui, hein, vous ne le faites pas, Yaka. Rassurez-moi et vous, ça va. Ça va, je peux dire ça. Très bien, en tout cas, gardez patience et gardez la foi surtout et soyez généreux en ce mois de Ramadan. À très bientôt.